comment traiter cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne dans l'exercice 9? On part de E et F, deux sous-espaces vectoriels de R3, en fait. Donc, E, il est donné comme ça. En fait, c'est l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que x plus y moins 2z égale 0. Alors, faites très attention. E et F ne sont pas donnés de la même façon. Vous voyez, E, c'est l'ensemble des trois iplets de R3, donc il a trois composants. C'est l'ensemble de tous les éléments de R3, tels que leurs composants, plus la deuxième moins 2 fois la troisième égale 0. Donc, pour être dans E, c'est tout simplement un élément de R3 tel que la moins 2 fois la troisième égale 0. Par exemple, je peux prendre l'élément 1, 1, 1. Par exemple, si je prends x égale 1, y égale 1 et z égale 1, j'ai bien que 1 plus 1 moins 2 fois 1, ça donne bien 0. Vous voyez? Si je prends 0, 3, 2, ben, c'est pas sûr que ça marche. Par exemple, si je prends 0 plus 3 moins 2 fois 2, ça donne pas. Ça donne moins 1, c'est différent 0. Donc, les éléments de E, ce sont tous les x, y, z de R3, mais qui vérifient que quand je prends la première composante plus la deuxième moins 2 fois la troisième égale 0. Pourquoi c'est important d'abord? Alors, quand j'ai un espace vectoriel, il faut que je vois bien comment sont faits les éléments. Parce que l'idée déjà, c'est de chercher des parties génératrices, c'est-à-dire des éléments qui vont définir tout l'ensemble. C'est ça un générateur. Un générateur, c'est un élément tout simplement de l'ensemble, mais parmi tous les éléments de l'ensemble, c'est celui qui va générer en faisant des combinaisons à retrouver tous les éléments de E. Ok. Alors, l'exercice dans la première question vous dit donner une base et la dimension de chacun des sous-espaces, tout simplement E et F, de sous-espaces vectoriels de R3. Donc, on est, essayez de vous imaginer, on est dans R3, donc on est dans l'espace. Un élément de R3, on sait c'est quoi? C'est un 3 uplé, donc il a trois composantes, x, y, z. Ok. Je prends des sous-espaces, donc des parties de R3. La première partie que j'ai considérée, c'est E. Donc, elle est formée de tous les 3 uplés x, y, z de R3, mais tels que, en fait, qui sont assez particuliers parce que elle vérifie x plus y moins 2z égale 0. La deuxième partie que j'ai choisie, alors vous voyez ici, F, il est écrit, j'ai bien foncé sur les crochets, c'est très important. En fait, F, c'est pas n'importe quel ensemble. On vous a précisé que c'est l'ensemble entre crochets qui est défini par les vecteurs V1 et V2, en fait, V1, 2, moins 1, 0, et le vecteur moins 4, 2, 0. Quand on pose cette notation, rappelez-vous, je vous avais dit la semaine dernière, considère que c'est le sous-espace vectoriel de R3 engendré. Donc là, on vous a donné que F est engendré par le vecteur 2, moins 1, 0 et le vecteur moins 4, 2, 0. Vous voyez, le premier vecteur 2, moins 1, 0, il a trois composantes. Donc on est dans R3. Le deuxième vecteur aussi, il a 2, 0. OK. Qu'on est donné F, ça veut dire qu'on vous a donné pour F la partie génératrice, elle est engendrée par ces deux vecteurs. Par contre, pour E, on a donné que c'est juste l'ensemble des trois uplés qui vérifient cette équation. Donc pour E et F, ils ne sont pas donnés de la même façon. Ce sont effectivement deux parties de R3. Pour une, on a donné quels sont les éléments qui sont dans E, c'est-à-dire ce sont les éléments de R3 qui vérifient cette équation. Par contre, pour F, il faut faire très attention, c'est pour ça qu'on vous dit toujours de bien lire l'exercice. Pour F, cette notation, je vous très agile. Donc F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 2, moins 1, 0 et moins 4, 2, 0. Alors la question, c'est de donner une base et la dimension de chacun des sous-espaces. Donc, on va prendre E, on va essayer de chercher. Donc, une base, c'est quoi? Alors, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi une base d'un espace vectoriel? Comment déterminer une base et qu'est-ce que c'est d'abord? Il faut d'abord avoir la bonne définition. Qui peut me dire c'est quoi une base de l'espace vectoriel? Est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est quoi une base? Est-ce que vous avez la bonne définition? Alors, si vous l'avez, vous dites oui. Si vous l'avez pas, vous dites non. OK, comme ça, je peux avancer et savoir qu'est-ce que vous avez comme définition en tête. Est-ce que vous savez c'est quoi une base d'un espace vectoriel? Essayez d'être un peu interactif dans le TD, hein, même si on est en ligne. Vous savez ou pas? Vous dites non si vous le savez pas, hein, c'est pas un problème. Mais au moins qu'on sache si vous avez la définition de base. Est-ce que vous savez c'est quoi une base? Oui? Non? Allô, allô? J'attends. Allô? Ne vous inquiétez pas, en fait. Hein, quand je pose des questions, c'est pour un peu voir comment aborder les choses. Vous voyez, un TD, ça sert à ça.
travaux dirigés. Vous travaillez, je dirige dans quel sens? Dans le sens où on va voir comment, quelque chose que vous comprenez, quelque chose, même si vous avez le cours. Mais avec le cours, il faudrait savoir qu'est-ce que vous avez compris, comment vous avez compris la définition. OK? Alors, qu'est-ce qu'une base? Chercher une base, c'est chercher une famille de vecteurs qui soit générateur et libre en même temps. OK? Donc, on cherche parmi les vecteurs de R3, et vecteur en fait, parmi les éléments de E, par exemple, ici c'est pour E. Si on veut chercher une base de E, en fait, une base, c'est vraiment le mot base, qaïda. OK? Donc, une base de E, c'est ce qui va définir E. OK? Ça veut dire que je cherche quelque chose qui va définir tous les éléments de E. C'est ma base. C'est la base de E, en fait. OK? Donc, comment la déterminer? Par définition, une base, on a dit, c'est tout simplement une famille qui est en même temps génératrice et libre. OK? Donc, je cherche une famille génératrice et libre. Pourquoi génératrice et pourquoi libre, en fait? Génératrice, je vous avais expliqué c'est quoi une famille génératrice. Une famille génératrice, c'est une famille de vecteurs à partir duquel je peux générer tous les autres éléments de E. C'est-à-dire à partir duquel, c'est comme s'il donnait naissance à tous les autres éléments. Donc, c'est comme si j'avais une base à partir duquel je vais reconstruire E. Par exemple, je prends deux éléments de E et à partir de ces deux éléments, en faisant des combinaisons linéaires des vecteurs là, que j'ai en fait, qui sont générateurs, je peux obtenir tous les éléments de E. OK? Ben, c'est un peu l'idée. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça base. OK? Et pourquoi libre? En fait, pourquoi libre? Parce qu'on peut trouver, par exemple, 10 générateurs pour définir E. En faisant une combinaison linéaire de ces générateurs, je trouverai E. Mais en fait, peut-être que parmi ces 10 vecteurs, il y en a qui s'écrivent en fonction des autres, en fait, qui sont liés, qui ne sont pas libres. Ben, au lieu d'utiliser ces 10, en fait, ceux qui sont liés, en fait, c'est pas la peine de les utiliser, c'est comme si on les utilisait deux fois. Et si j'utilise le vecteur 2, 0, 1 ou le vecteur 4, 0, 2, en fait, c'est deux fois le V1. Si je prends V1, c'est 2, 0, 1. Et là, c'est V2 égale 2 fois V1. Ben, en fait, c'est bête parce que c'est une combinaison, l'un est combinaison linéaire de l'autre. En fait, j'utilise en définitive le même vecteur parce qu'en algèbre linéaire, dès qu'il y a un vecteur qui s'écrit en fonction de l'autre, ce qu'on appelle fonction de l'autre, c'est combinaison linéaire de l'autre, ben, en fait, l'autre vecteur ne sert à rien. C'est le même vecteur, sauf qu'on l'a multiplié par un scalaire. Et donc, dès qu'on multiplie par un scalaire, ça veut dire une combinaison linéaire. En fait, c'est le même vecteur. Donc, en fait, parmi les générateurs, on cherche la famille minimale qui va construire tout E. Donc, on peut parmi les générateurs, en prendre 10. Mais peut-être parmi ces 10, en fait, c'est trop parce que les 10 là ne sont pas tous nécessaires puisqu'il y en a qui sont écrits en fonction des autres. Et en fait, c'est les mêmes vecteurs. Et donc, je cherche la famille minimale, c'est-à-dire le minimum de vecteurs qui me suffira pour construire tout E. Ça, j'appelle ça une base. Donc, une base, c'est une famille génératrice et en même temps libre. Génératrice veut dire qu'elle va générer les éléments de E. Libre, ça veut dire qu'en fait, j'ai pris le minimum. Tous ceux qui sont superflus, qui sont écrits en fonction des autres, je les prends pas. J'en ai pas besoin. En fait, il me suffit de quelques vecteurs pour définir tout l'espace. Okay? C'est ce qui se passe, par exemple, dans R2, dans le plan. Par exemple, quand vous voulez dessiner un élément dans le plan, par exemple, un vecteur dans le plan, ben, vous prenez vos coordonnées I et J, par exemple. Vous prenez, vos vecteurs unités I et J. Ben, sur l'axe des X, vous mettez I, c'est 1. Sur l'axe des J, des ordonnées, vous prenez J, c'est 0, 1. Ben, n'importe quel vecteur OM, par exemple, si M a comme composante XY, donc comme coordonnée XY, OM, tout simplement, ce sera X fois I plus Y fois J. Rappelez-vous, donc vous avez X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J. Dans l'espace, vous avez trois axes, I, J, K, et en fait, avec trois vecteurs, le vecteur 1, 0, 0, I, le vecteur 0, 1, 0, J, le vecteur K, 0, 0, 1, ben vous pouvez définir tout R3. En fait, n'importe quel vecteur de R3, il s'écrit Y fois J. En fait, 0, 1, 0, c'est parmi ce qu'on appelle la base canonique de R3. En fait, parce que n'importe quel vecteur s'écrit en fonction de ces vecteurs-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une base. Dans R3, il me faut au minimum 3 vecteurs pour définir tout l'espace. Dans R2, il me faut au moins 2 vecteurs. C'est pour ça qu'on dit que la dimension de R2 comme R espace vectoriel, c'est 2. La dimension de R3, c'est 3. C'est pas parce que c'est écrit R3, ok. C'est juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une base de cardinal 3. Une base, c'est-à-dire une famille génératrice et libre. C'est quoi la dimension d'un espace vectoriel sur le corps K qui le définit? Ben, par définition, c'est le cardinal d'une base.
Alors, j'ai dit d'une base et non de la base parce que tout simplement, une base d'un espace vectoriel n'est pas unique. Ce qui est unique, c'est le nombre de cette base. Okay. Donc, dès que j'ai trouvé la base d'un espace vectoriel, ben, le nombre d'éléments, le cardinal, ce qu'on appelle le cardinal de cette famille, ben, ce sera exactement la dimension de l'espace vectoriel. Donc, pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, il suffit de trouver une base de cet espace vectoriel. Si on a trouvé une base de l'espace vectoriel, le nombre d'éléments de cette base, c'est exactement la dimension de l'espace vectoriel. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. La question dans l'exercice 9, c'est, étant donné E et F, ce sont des sous-espaces vectoriels de R3, donc des espaces vectoriels en particulier. Et l'idée, c'est de déterminer une base de chacun et la dimension de chacun. Donc, pour déterminer, on va commencer par E, chercher une base de E, et après sa dimension. OK? Alors, pour E, on a E et le sous-espace de R3. Donc, comment chercher une base? Donc, on va chercher d'abord une partie génératrice. C'est-à-dire, je veux voir qu'est-ce qui génère tous les éléments de E. Comment faire? Alors, quelle est l'idée? C'est de dire comment, en fait, qu'est-ce qui spécifie les éléments de E? Comment sont écrits les éléments de E? En fonction de quoi sont écrits les éléments de E? Donc, l'idée, c'est vraiment de partir pour chercher un générateur. C'est de se dire, je prends l'élément de E et je regarde comment il s'écrit. OK? Ben, je prends un X dans E. Vous voyez, j'écris tout simplement, qu'est-ce que c'est un élément de E? Bon, je l'ai appelé grand X parce que E est dans R3. OK. Donc, grand X est dans E, je vais dire, ça veut dire quoi? Ben, grand X est dans E, ça veut dire que grand X est un certain X, Y, Z. Vous voyez, je sais qu'il est dans R3. Donc, première information, E, on est un 3 uplé. C'est-à-dire qu'on est, tout simplement, qu'on a 3 composantes, X, Y et Z. Telles que les composantes de cet élément, on sait que si on est dans E, les composantes de cet élément vérifient tout simplement une certaine équation. Quand je prends la première composante, puis la seconde composante, moins 2 fois la troisième, ça me donne 0. Donc, ce qui spécifie les éléments de E, c'est que cet élément de R3, mais tel que X plus Y moins 2Z égale 0. Tiens, en définitive, si je suis dans E, je sais que les composantes de cet élément, de R3, vérifient cette équation. Donc, en fait, ça veut dire que quand je suis dans E, il y a une relation entre les composantes de cet élément grand X. C'est quoi cette relation? C'est X plus Y moins 2Z égale 0. Ça veut dire que, par exemple, je peux écrire X, c'est 2Z moins Y. J'aurais pu écrire aussi Y, c'est 2Z moins X. J'aurais pu écrire Z, c'est 1 demi X plus Y, par exemple. Vous voyez? Donc, en fait, des éléments de grand X, c'est relation petit y et petit z. C'est quoi cette relation? Par exemple, c'est que petit x peut l'écrire 2z moins y. En définitive, donc, grand x est dans E. Si en fait, grand x, c'est vrai qu'il y a 3 composantes, petit x, petit y, petit z. Mais par exemple, je peux écrire petit x au lieu de laisser petit x. Puisqu'il y a la relation, l'équation qui les lie, je peux remplacer petit x par 2z moins y. Vous voyez, c'est ça qui est spécifique à un élément de grand E. En remplaçant donc la première composante par 2z moins y, je trouve tout simplement un vecteur de R3 qui a comme première composante 2z moins y, deuxième composante y et troisième composante z. OK. Ben, comment je peux l'écrire ce vecteur en fait? Ben, je remarque qu'il y a z et y seulement. Donc je peux séparer tout ce qui est en z et tout ce qui est en y. Ces opérations, j'ai le droit de les faire dans R3. Et ce vecteur, ça me donne bien celui-là. Pourquoi je sépare? C'est tout simplement pour trouver une combinaison linéaire des vecteurs qui va définir grand X. Ben, si je mets Z en facteur, j'aurai 2, 0, 1. Plus Y en facteur, moins 1, 1, 0. Donc, ce vecteur-là, en fait, il s'écrit Z fois 2, 0, 1, plus Y fois moins 1, 1, 0. En fait, il est combinaison linéaire de ce vecteur, plus ce vecteur. Donc, un élément grand X dans E quelconque est nécessairement une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi ça, en fait? En algèbre linéaire, ça veut dire que n'importe quel élément de E s'écrit comme combinaison linéaire de ce vecteur et ce vecteur, ça veut dire que ces deux vecteurs sont générateurs. Vous voyez, ils génèrent, grand X s'écrit quelconque dans E, il s'écrit nécessairement en fonction de ces deux vecteurs. Et bien, on peut dire que ces deux vecteurs sont générateurs. OK? Et donc, en fait, j'ai trouvé partout, vous voyez, j'ai dit, donc, on a donc X dans E, ça c'est juste pour expliquer, il existe alpha, bêta, en fait, alpha égale Z ici et bêta égale, par exemple, Y, ce sont des réels, tels que grand X égale alpha 2, 0, 1, plus bêta moins 1, 1, 0. OK? Et donc, on peut dire que E est engendré par les vecteurs 2, 0, 1 et moins 1, 1, 0. Donc, vous voyez ici, c'est comme ça qu'on cherche les générateurs d'un ensemble. On cherche tout simplement des vecteurs
bien sûr, l'ensemble E est dans R3. Donc, puisqu'on est dans R3, on va chercher des vecteurs de R3, mais qui génèrent tous les éléments de E. Donc, générer veut dire comment il va s'écrire en fonction de ces vecteurs, comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Ben, on remarque que grand X est dans E, il s'écrit par exemple comme combinaison linéaire de ce vecteur et de ce vecteur. Donc, ces deux vecteurs sont générateurs de E. Donc, je peux dire qu'en définitive, vous voyez, E, je l'écris entre crochets, engendré par le vecteur 2, 0, 1 et le vecteur -1, 1, 0. Voilà comment on trouve un générateur. Donc, la famille de vecteurs, si j'appelle ce vecteur 2, 0, 1, V1 et ce vecteur V2, mais -1, 1, 0, ben la famille de vecteurs, tout simplement formée de V1 et V2, est une famille génératrice pour eux. Et donc, je peux écrire que E entre crochets est engendré par ces deux vecteurs. OK? Alors, la remarque que je fais, on sait que dimension de E égale cardinal de BE, où BE est une base de E. Ça veut dire pour trouver la dimension d'un espace vectoriel cardinal d'une base. Une BE, c'est une base de E. Ben, pour trouver une base de E, on a trouvé déjà une famille génératrice. Alors que j'ai dit que c'est quoi une base? Une base, il faut que je trouve une famille qui soit génératrice et en même temps, on sait que la famille, l'ensemble V1 égale 2, 0, 1 et V2 égale -1, 1, 0 est une famille génératrice. Donc, une famille de vecteurs, c'est tout simplement un ensemble de vecteurs. Les deux vecteurs qu'on a, c'est des familles-là, c'est des familles pour eux. Maintenant, si cette famille, c'est cette dernière, c'est-à-dire si cette famille est libre, alors elle formera une base de E. Donc, une base de E, pour chercher une base de E, je cherche d'abord une famille génératrice. Parmi ces générateurs, ici il y en a deux par exemple, s'ils sont libres, tous les deux, ça formera une base. S'ils ne sont pas libres, la base, ce sera parmi les générateurs ceux qui sont libres. Vous avez compris? C'est-à-dire, ici j'en ai deux. Par exemple, j'aurais pu trouver 10 générateurs. Parmi ces générateurs, cette famille de générateurs n'est pas nécessairement une base. Pourquoi? Peut-être parce que parmi ces vecteurs, il y en a qui sont combinaisons linéaires des autres, c'est-à-dire qui s'écrivent en fonction des autres, donc ils ne sont pas libres. Ben, si ce sera ceux qui sont libres tous les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre l'un et l'autre. Ça veut dire que cette famille génératrice, en fait, c'est une base, puisqu'ils sont générateurs plus libres. Maintenant, si l'un s'écrit en fonction de l'autre, ça veut dire que parmi ces deux générateurs, en fait, il n'y en a qu'un seul, l'autre n'est autre qu'une combinaison linéaire de l'autre. Et donc, la base va être réduite à un élément. OK? Donc, la base, en fait, le champ cardinal, le nombre d'éléments d'une base, c'est parmi la famille génératrice, je cherche parmi ces générateurs ceux qui sont libres. Ça me formera en fait la base de E. Pour savoir est-ce que j'ai simplement utilisé les techniques pour voir est-ce que des vecteurs sont libres. Alors, il y en a plusieurs. Soit je montre que je parle d'une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs et je montre que toutes les scalaires sont nuls, ou bien je fais l'échelonnement. Alors, l'échelonnement, rappelez-vous, j'ai deux vecteurs ici, V1 et V2, je les mets en ligne, par exemple, et je regarde en échelonnant, est-ce que ils sont libres. Ben, j'ai mis le vecteur V1, c'est 2, 0, 1. Le vecteur V2, c'est -1, 1, 0. J'échelonne. Alors, rappelez-vous le principe d'échelonnement. Une fois que j'ai mis mes vecteurs comme ça, je les ai superposés en ligne. Je considère le premier pivot. Donc, ici, c'est le premier élément non nul de la première ligne. Ici, c'est 2. Je dois éliminer ce qu'il y a sous le premier pivot. Comment? Tout simplement, je dois obtenir un 0 ici, à la place du -1. Qu'est-ce que je fais? Je fais une combinaison linéaire entre V1 et V2 pour obtenir un 0 ici. Alors, comment je peux faire pour obtenir un 0 à la place du -1? Ben, quelle est la combinaison linéaire, par exemple? Je peux faire, par exemple, V1 plus 2 fois V2. Si je fais V1 plus 2 fois V2, donc j'aurai 2 plus 2 fois -1, ça me donne bien 0 ici. Vous voyez? Ben, je fais ça pour toute la ligne. Donc, si je fais V1 plus 2 fois V2, ça me donne 0 ici. V1 plus 2 fois V2, ça me donne 2. Et V1 plus 2 fois V2, ça me donne 1. Donc, la nouvelle ligne V'2, c'est celle-là. Est-ce que j'ai... Alors, un échelonnement, ça consiste à chaque fois à éliminer ce qu'il y a sous les pivots à chaque étape. Ici, le deuxième pivot, c'est 2, mais il n'y a plus de lignes en dessous, il n'y a que deux vecteurs, il y a deux lignes seulement. Donc, on a fini l'échelonnement parce que c'est quoi une forme échelonnée? C'est que le nombre de 0 augmente strictement avec le nombre de la ligne. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas 0, après 1, 0, mais après, il y a 1, donc on a fini l'échelonnement. Donc, on voit bien que la forme échelonnée de ma matrice, si on veut, de mes vecteurs, eh ben, c'est qu'on n'obtient aucune ligne nulle. Parce que si après échelonnement, on trouve une ligne nulle, ça veut dire que les vecteurs sont liés. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas de... Tout simplement, ils ne sont pas liés, ils sont libres. Donc, en définitive, la famille
Tout simplement, la forme échelonnée montre que V1, V2 sont linéairement indépendants. Donc, la famille de vecteurs formée de, j'ai écrit grand F, V1, V2 est bien une famille libre et génératrice de E, c'est-à-dire ça forme une base de E. Donc, en définitive, les deux vecteurs que j'ai trouvés, ils étaient générateurs et en plus, comme ils sont libres, ok, ça veut dire que cette famille de vecteurs V1, V2 est bien une base de E. Donc, c'est ça une base de E. C'est une famille qui est en même temps génératrice et libre. Puisque j'ai une base de E, donc par définition, la dimension de l'espace vectoriel sur le corps sur lequel on travaille, ici c'est R, ben c'est quoi? C'est le cardinal de sa base. La base ici, c'est la famille de vecteurs V1, V2, comme le cardinal de F. Donc le cardinal, c'est le nombre d'éléments. C'est 2, donc il y a deux vecteurs qui sont en même temps générateurs et libres. Ça veut dire que la dimension de l'espace vectoriel E, c'est exactement 2. Donc voilà comment on détermine une base d'un espace vectoriel et comment on déduit sa dimension par rapport à cette base. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de parler? Est-ce que vous avez compris un peu? Bien sûr, au fur et à mesure, vous allez affiner votre compréhension. C'est toujours la petite difficulté de comprendre qu'est-ce que le générateur, comment le chercher, comment le déterminer. Ça, il faut travailler dessus. Ok, ça demande un peu de temps. Si vous n'avez pas très bien compris au début, c'est pas grave. Alors, profitez-en justement cette semaine. Là, je fais le TD en ligne, mais comme heureusement, la semaine prochaine, on se verra en présentiel, donc préparez bien et essayez de bien préciser vos questions. Comme ça, s'il y a un problème, on pourra toujours refaire ça au tableau en TD. Et en présentiel, ce sera, j'espère, beaucoup mieux pour que vous affinez votre compréhension. Que ce soit par rapport à ce qu'on a fait auparavant, l'échelonnement. Parce que tout ça, c'est votre base de l'algèbre. Ok, pour la deuxième année, vous aurez besoin de toutes ces notions-là. Donc, il faut bien les maîtriser. Alors, ce que je vous dis pour vous rassurer, c'est que tout ça, vous allez voir que vous allez les maîtriser. Ça a l'air compliqué au début parce que c'est nouveau. Très les étudiants en général, que une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple. Ok. Au début, ça a l'air très compliqué, mais ça ne l'est pas. Donc, rassurez-vous, vous allez bien comprendre tout ça. Au début, c'est juste un peu compliqué parce que c'est abstrait. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, pour F maintenant, on a F. Alors, F, vous voyez, on ne l'a pas donné comme E. On l'a donné, c'est carrément le crochet des deux vecteurs. Je les ai appelés U1 et U2. Ça veut dire que F, c'est le sous-espace vectoriel. Donc, la forme, tout simplement, qui vous en dit que F, c'est le sous-espace engendré par U1 et U2. OK? Donc, j'ai écrit justement, pour faire un commentaire, F est donc le sous-espace vectoriel de R3 engendré par les vecteurs U1, 2, moins 1, 0 et le vecteur U2, moins 4, 2, 0. Donc, pour trouver une base de F, suffit de vérifier s'ils sont libres ou pas. OK? Donc, rappelez-vous, je vous ai dit, la question qui est posée, c'est, étant donné F, cet ensemble-là, déterminer une base de F. Sauf que vous, on vous a donné que F est engendré par ces deux vecteurs. En fait, on vous a déjà donné la partie génératrice. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est de voir les générateurs, chercher est-ce qu'ils sont libres ou pas. S'ils sont libres, ces deux générateurs vont former une base de F. S'ils ne sont pas libres, ça veut dire que parmi ces générateurs, je vais diminuer le nombre, une base. Générateur, je cherche ceux qui sont libres. Ceux qui sont libres vont fermer une base. OK? Ben, c'est tout simplement U1 et U2. Elle est formée de deux vecteurs. Mais là, je vois bien. Alors, est-ce qu'ils sont libres? Alors, vous voyez, je vous demande, est-ce qu'ils sont libres? Ça veut dire, est-ce qu'ils sont pas liés entre eux? Ben, déjà, rien que sans faire les calculs, vous voyez, j'aurais pu échelonner. Mais sans faire les calculs, tout bêtement. Je regarde, ce vecteur U1, c'est 2, moins 1, 0. Et le vecteur U2, c'est moins 4, 2, 0. On voit bien que l'un est multiple de l'autre. Donc, il s'écrit lambda fois l'autre. Regardez, si je prends le vecteur U1, ben, si je prends moins 2 fois U1, c'est quoi? Moins 2 fois 2, ça donne moins 4. Moins 2 fois moins 1, ça donne 2. Et moins 2 fois 0, ça donne 0. Ça veut dire que U1, c'est moins 2 fois U2. Ou bien que U2, c'est moins 1 demi U1. Vous voyez? Donc là, c'est écrit en fonction de l'autre. Ça veut dire que U1, c'est moins 1 demi U2, ou bien que U2, c'est moins 2 fois U1. Ça veut dire qu'en fait, ces deux vecteurs sont liés. Il y a une combinaison linéaire qui les lie. Vous voyez, c'est ça l'idée de libre ou pas libre. Libre entre eux, puisque l'un est lié avec l'autre. Combinaison, c'est moins 1 demi fois U2, ou bien que U2, c'est moins 2 fois U1. Donc, cette famille de générateurs n'est pas libre. Elle est génératrice, d'accord, mais elle n'est pas libre. Donc, elle ne forme pas une base. Maintenant, pour trouver la base, puisque moi, je cherche une base de grand F.
Eh ben, j'ai les générateurs, mais ils sont pas libres. Ben, parmi ces générateurs, je vais chercher une famille libre. Ben, puisqu'il y a que deux vecteurs et qui sont liés, ça veut dire que, en fait, c'est deux vecteurs seuls, puisque l'un, en fait, n'est autre. Et donc, en fait, ça implique que la famille engendrée par U1, U2 n'est autre que la famille engendrée par U1, parce que cette notation entre crochets veut dire que, en fait, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires entre U1 et U2. Mais en fait, puisque U2 s'écrit en fonction du U1, ça revient à tout simplement la famille engendrée par U1 ou bien la famille engendrée par U2 ou celui-là. Parce que celui-là, en fait, cache que U1, c'est la même chose que U2 en tant que générateur. Et donc, U2, c'est pareil. Un vecteur nul, ça veut dire que la dimension de U1, c'est 1. C'est-à-dire que le vecteur, le sous-espace engendré par U1, alors quand j'ai mis crochet, ça veut dire que c'est un ensemble. Si j'ai pas mis dimension de U1, attention, j'ai mis dimension du sous-espace engendré par U1, le nombre de vecteurs libres, il y en a carrément libre. Donc, en fait, F qui était engendré par U1 et U2, dans cet ensemble-là, il y a un seul vecteur qui est libre. De F, c'est 1. C'est-à-dire que la famille de vecteurs qui sont générateurs et libres de F, il n'y en a qu'un seul. Et donc, la dimension de F, c'est 1, puisque le cardinal de sa base, c'est 1. OK? Est-ce que vous avez compris par rapport à F? Revoir ça, c'est une notation, passer de là à là, ça veut tout simplement dire, c'est l'explication, ou c'est la notion même de générateur, de sous-espace engendré. OK? Cette notation veut dire que c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de U1 et U2. Mais quand U2 s'écrit en fonction du 1, en fait, c'est la même chose que dire c'est tout l'ensemble des combinaisons linéaires de U1. Et donc, ou de U2 pareil. Et donc, en fait, la dimension de l'espace vectoriel, c'est 1. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'on veut dire par dimension d'un espace vectoriel? C'est le nombre, tout simplement, d'éléments de sa base. La base, c'est tout simplement une famille de vecteurs qui sont en même temps générateurs et libres. OK? S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, la question qui vient après dans l'exercice, R3 égale direct F. Alors, plus dans un cercle comme ça, en algèbre linéaire, ça veut dire somme directe. Alors, qu'est-ce que c'est la somme directe? D'abord, il faut d'abord que je sache, est-ce que vous savez c'est quoi la somme de deux espaces vectoriels? Enfin, j'ai, par exemple, je donne E et F, deux sous-espaces vectoriels et je me dis c'est quoi E plus F? En général, la somme d'espaces vectoriels. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la somme d'espaces vectoriels? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Alors, on sait quoi? E et F sont des espaces vectoriels, donc des ensembles, ok? Je sais c'est quoi l'intersection de deux ensembles. Je sais c'est quoi la réunion de deux ensembles. Eh ben, je peux aussi parler de la somme de deux ensembles en tant que. Alors, pas tout à fait comme ça. C'est quoi? Ben, un élément est dans E plus F. Regardez, si je dis dit, c'est l'ensemble de tous les éléments qui sont en même temps dans E et en même temps dans F. C'est ça être l'intersection. C'est les éléments communs entre E et F. Si je dis E union F, c'est quoi? C'est l'ensemble en même temps qui soit dans E, soit dans F. Donc, être dans la E union F, c'est X, il est soit dans E, soit dans F. Ou dans les deux, l'essentiel, c'est qu'il est dans l'un des deux. Maintenant, c'est quoi E plus F? C'est l'ensemble des éléments qui s'écrit comme somme de deux éléments, l'un dans E et l'autre dans F. Donc, je dirais que X est dans E plus F. S'il existe, par exemple, petit e et petit f, tel que X écrit E plus F. Donc, être dans E, grand E plus grand F, ça veut dire que mon élément est nécessairement une somme de deux éléments, l'un dans E et l'autre dans F. Est-ce que vous avez compris d'abord cette définition de E plus F? Plus simple, pas la somme directe, parce que j'ai expliqué. Donc, je dirais plus un élément de F. OK? Par exemple, je peux écrire 4 égale 1 plus 3. Par exemple, si j'ai E, c'est par exemple l'ensemble qui est formé des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et par exemple, F, c'est l'ensemble formé de par exemple. Et ben, je fais écrire simplement. Et ces éléments
Donc voilà, c'est quoi E plus F. Maintenant, E, somme directe F, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une notation pour dire qu'en fait, chaque fois que je vais prendre un élément de E plus F, son écriture comme somme de deux éléments, l'un dans E, l'autre dans F, cette écriture doit être unique. En fait, on peut l'écrire d'une façon unique, comme un élément de E plus un élément de F. Si cette écriture est unique, on dit que la somme est directe. Si l'écriture n'est pas unique, en fait, la somme est juste une somme classique. Donc, je peux être dans E plus F, m'écrire un somme d'éléments de E plus un élément de F, mais je suis pas toujours dans E plus F, somme directe. Quand je mets le cercle, ça veut dire que cette écriture est unique. Par exemple, je peux dire, par exemple, dans l'ensemble des nombres, si je dis 4, c'est 1 plus 3. Mais aussi, je peux l'écrire, par exemple, plus 2. Donc, l'écriture comme somme de deux éléments n'est pas unique. En fait, 4, je peux l'écrire 2 plus 2. Je peux l'écrire 0 plus 4. Je peux l'écrire 1 plus 3. Donc, l'écriture n'étant pas unique, en fait, cet élément est dans la somme des deux ensembles, mais il n'est pas dans la somme directe. OK? L'unicité de l'écriture dans la somme différence. Maintenant, algébriquement, on veut savoir comment vérifier qu'il y a unicité de l'écriture. OK? Ben, comment on fait? Ben, algébriquement, comment on montre? Ben, je dirais qu'un ensemble est la somme directe de ces éléments. Donc, l'exercice vous dit montrer que, par exemple, R3, c'est E, somme directe F. Ça veut dire qu'il faut montrer que tout élément de R3 s'écrit un élément de E plus un élément de F, mais en plus que cette écriture est unique, en fait. Ben, comment on fait? Ben, je donne tout simplement le résultat du cours. Il vous dit que un ensemble est somme directe de deux éléments. Si d'abord il s'écrit somme normale, ça veut dire qu'à chaque fois je vais montrer que tout élément de R3 s'écrit un élément de E plus un élément de F. Et en plus, suffit de montrer que l'intersection, que le seul est F. En fait, le fait de montrer que E inter F c'est 0, ça veut dire que cette écriture va être unique. C'est-à-dire que tout élément de R3 va s'écrire d'une façon unique un élément de E plus un élément de F. Voilà comment on montre algébriquement. En fait, ce que je vous ai dit auparavant, c'était un peu pour vous expliquer cette notion de somme directe, dans le sens, l'écriture, c'est l'écriture d'un élément de E plus un élément de F. Donc, si je veux montrer que l'ensemble R3, en fait, est somme directe de l'ensemble E plus l'ensemble F, qui sont, en fait, n'oubliez pas, des sous-espaces vectoriels de R3, ben, ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un élément de R3, je peux l'écrire un élément de E plus un élément de F. OK? Ben, cette écriture, on veut montrer que, en définitive, elle est toujours possible et en plus que n'importe quel élément de R3 s'écrit d'une façon unique un élément de E plus un élément de F. Et j'ai dit, bien sûr, il faut une méthode pour montrer l'unicité. Ben, en algèbre linéaire, il suffit de montrer que l'intersection, en fait, le seul élément commun entre les deux sous-espaces vectoriels de R3, c'est 0. Alors, n'oubliez pas que 0 de R3, c'est le 3 composantes, 0, 0, 0, mais en fait, c'est 0 de R3. J'ai mis 0 pour dire que c'est le 0, c'est l'élément neutre pour la première loi de l'espace vectoriel. Alors, après, qu'est-ce que je dis? Bien sûr, il faut montrer, donc, pour montrer ça, il suffit de montrer ces deux-là. Alors, on va essayer de voir comment montrer ces deux-là. Déjà, comment montrer que tout élément de R3 s'écrit comme somme d'éléments 1 de E et 1 de F. Alors, ça, c'est pas toujours évident. Vous avez un 3 petit x, petit y, petit z. Comment je vais montrer qu'il s'écrit un élément de E? Et n'oubliez pas, c'est quoi E? E, c'est ceci. E, c'est ça. Et F, c'est ça. Donc, comment faire ça? C'est pas du tout évident. Ben, nous, en EBALA, on va utiliser tout simplement, c'est pour ça qu'on fait un cours, parce que le cours nous permet d'avoir tout simplement des théorèmes et des propositions qui nous permettent de démontrer certaines propositions sans aller écrire les choses carrément d'une façon bête. OK? C'est-à-dire, revenir à la définition même. Ben, qu'est-ce que vous dit le cours? On sait que E et F sont deux sous-espaces vectoriels de R3. Alors, le cours vous dit que dès que j'ai deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel, la somme reste un sous-espace que E plus F est nécessairement un sous-espace vectoriel de R3. Donc, c'est une partie, E plus F, c'est une partie, est inclus dans R3. Alors, si de plus, alors je dis tout simplement, de plus, si la dimension de E plus F en tant qu'espace vectoriel est égale à la dimension de R3 qui est égale à 3, on aura E plus F sous-espace vectoriel de R3 de même dimension que R3, alors E plus F égale à R3. Alors, rappelez-vous, en cours, vous montrez quoi? Alors, j'ai mis rappel. En fait, dans le cas général, si j'ai une partie d'un ensemble E, en fait, si j'ai un sous-espace vectoriel d'un ensemble E, ben, si le sous-espace a la même dimension que l'espace, alors ce sous-espace est égal à l'espace. C'est-à-dire que ça, c'est un théorème très important dans l'algèbre linéaire. Chaque fois que j'ai une partie d'un ensemble, si
alors ces deux ensembles sont égaux. Alors, imaginez-vous, vous avez en fait quelque chose qui est une partie de l'ensemble, qui n'est pas tout l'ensemble apparemment, mais six ensemble. Voilà ce que vous dit le théorème d'algèbre linéaire. C'est un théorème fondamental. Alors, moi, je veux montrer que R3, c'est E plus F, est égal. Sachant que E et F étaient des sous-espaces vectoriels, donc E plus F, on sait que c'est un sous-espace vectoriel de R3, mais je veux montrer que R3 égale E plus F. Le théorème fondamental de l'algèbre linéaire ici. Je sais que E plus F est un sous-espace de R3. Ben, 6 en même dimension, j'ai gagné. Ça veut dire que c'est le même ensemble. Ben, je vais utiliser ça. Donc, je vais calculer la dimension de E plus F. Si j'arrive à montrer que c'est la même dimension que R3, comme je sais que E plus F est un sous-espace de R3, alors j'aurais montré que E plus F égale R3, sans avoir à démontrer que chaque élément de R3 s'écrit comme un élément de E plus un élément de F. Donc, vous voyez qu'ici, on utilise carrément le cours. OK? Donc, ce petit rappel est très important. Essayez de bien réfléchir à cette propriété des espaces vectoriels. Et vous allez voir que c'est une propriété qu'on utilisera souvent pour montrer que des espaces vectoriels sont égaux. Alors, on aurait pu montrer F inclus dans E et E inclus dans F pour montrer l'égalité ensembliste. Mais dans les espaces vectoriels, c'est pas la peine. Pour montrer qu'un espace vectoriel F est égal à un espace vectoriel E, il suffit de montrer que l'un est contenu dans l'autre et qu'ils ont la même dimension. OK? Alors, maintenant, intéressons-nous, puisqu'on veut montrer que E plus F, c'est égal à R3. Il suffit de montrer que la dimension de E plus F est égale à la dimension de R3, sachant que E plus F, bien sûr, on sait que c'est un sous-espace de R3. Alors, quelle est la dimension de E plus F? Pour l'instant, on n'a rien fait. On ne sait pas encore quelle est la dimension de E plus F. La dimension de E plus F en tant qu'espace vectoriel, par définition, ça c'est, vous voyez, j'ai mis une petite flèche par définition. Ça c'est le cours. Il vous dit que la dimension, c'est tout simplement la dimension de l'intersection. Ça, c'est plein des espaces avec la dimension de chacun des espaces. Alors, la dimension de E plus F, attention, on a l'impression, enfin, on a bien envie de dire que la dimension de E plus F, c'est dimension de E plus dimension de F. Faux. En fait, la dimension de E plus F, c'est la dimension de E plus la dimension de F moins la dimension de E inter F. Donc, il faut enlever la dimension de l'intersection. C'est-à-dire, si E et F ont des éléments communs, la dimension, ce sera tout simplement la dimension de la somme, il faudra enlever la dimension de tout simplement l'intersection. Donc ça aussi, c'est un résultat du cours qu'il faut connaître, qui est très important. Là, on va l'utiliser. Que la dimension de E plus F, c'est la dimension de E plus dimension de F moins dimension de E inter F. OK? Alors, le but, c'est bien sûr, c'est de calculer dimension de E plus F. Je passe à la page 5. J'ai pas encore calculé dimension de E plus F, mais E et F, tout à l'heure, j'ai déterminé une base de chacun. Donc, je connais la dimension de E et je connais la dimension de F. La dimension de E, c'est 2. Vous vous rappelez, la dimension de E, on l'avait déjà calculée dans la première question. Parce qu'on a trouvé une base de cardinal 2 pour E, et donc la dimension de E, c'est 2. Même chose pour F, on a montré que la dimension, c'est 1. Donc, la dimension de E plus F, plus dimension de F, pardon, c'est 2 plus 1, c'est 3. Donc, dimension de E plus dimension de F égale à 3 égale à dimension de R3. D'autre part, on a E est engendré par V1, V2, F est engendré par U1, rappelez-vous. Ben, E plus F, alors, ça aussi, c'est un résultat très important. Si j'ai une base, enfin, si j'ai une famille génératrice de E, une famille génératrice de F, en fait, E plus F, sa famille génératrice, c'est la réunion des familles génératrices. Donc, je prends tous les vecteurs. Donc, E plus F sera engendré par la réunion des vecteurs V1, V2, U1. Donc, ce sera V1, V2, U1. Donc, une famille génératrice de E et une famille génératrice de F. Pour la famille génératrice de E plus F, ce sera carrément la réunion des familles génératrices. Donc, directement, je peux déduire la famille génératrice de E plus F. J'ai pas dit c'est une base, j'ai dit juste famille génératrice, ok? Si j'ai une base de E, une base de F, je récupère une famille génératrice de E plus F en prenant la réunion des familles génératrices. Donc, V1, V2, U1 est une famille génératrice de E plus F. Maintenant, est-ce que c'est une base de E plus F? Eh bien, il faudrait vérifier est-ce que c'est une famille libre. Parce que tout à l'heure, j'ai vérifié entre V1 et V2 et j'ai vérifié pour U1. Maintenant, pour les trois, je ne sais pas est-ce qu'ils forment une famille libre. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, je peux faire l'échelonnement. Donc, je prends V1, V2 et U1. Je fais un échelonnement. Alors, quel est le principe? Je prends mes trois vecteurs, je les pose en ligne, par exemple. Je précise mon premier pivot. Donc, le premier pivot, c'est 2 ici. Je dois éliminer moins 1 et 2, ok, par rapport au premier pivot. Rappelez-vous la technique. Donc, pour éliminer celui-là, je travaille toujours par rapport à la ligne pivot, c'est-à-dire V1.
Quelle combinaison linéaire je peux faire avec V1 pour obtenir un 0 ici? Ben, je fais par exemple V1 moins 2 fois V2, plus 2 fois V2, pardon. Je obtiendrai 0. Donc, V1 plus 2 fois V2, ça donne 0. V1 plus 2 fois V2, ça donne 2. Et V1 plus 2 fois V2, ça donne 1. Maintenant, pour obtenir 0 ici, ben, je fais V1 plus moins U1. Si je fais V1 moins U1, ça donne 0. Donc, V1 moins U1, 2 moins 2, ça donne 0. 0 moins 1, ça donne 1. Et 1 moins 0, ça donne 1. Donc, j'obtiens cette matrice. Alors, cette matrice, est-ce qu'elle est sous forme échelonnée? Vous voyez bien que non, parce que, regardez, ici, il y a 1, 0, et à la troisième ligne, il y a 1, 0. Donc, il faut que à gauche, le nombre des zéros augmente strictement. Donc, on n'a pas encore fini l'échelonnement. Il faut éliminer encore ce qu'il y a. Donc, deuxième étape, je passe au deuxième pivot qui se trouve ici. Il faut que j'élimine ce qu'il y a sous le deuxième pivot. Qu'est-ce que je fais? La ligne pivot, maintenant, ce sera la deuxième. Rappelez-vous, on a fini avec le premier, il y a des zéros en dessous. Il faut éliminer maintenant ce qu'il y a sous le deuxième pivot. Donc, le deuxième pivot, c'est 2. C'est le premier élément non nul de la première. Donc, il faut éliminer ce 1. Je peux faire quoi? Donc, la nouvelle ligne, c'est V'2. La nouvelle troisième ligne, c'est V'3. Ben, je peux pas. Par exemple, je fais V'2, moi, là, ça donne moins 1. Alors, est-ce que j'ai fini? Oui, parce que regardez, le nombre de zéros augmente strictement avec le nombre de la ligne. Il n'y a aucune ligne nulle à la fin de l'échelonnement. Ça veut dire que les vecteurs sont libres. Et donc, V1, V2, U1 est une base de E plus F. Ça veut dire que la dimension de E plus F égale à 3. Donc, on avait dit que E plus F était engendré par ces vecteurs. Comme avec l'échelonnement, on a montré qu'ils sont libres. Donc, cette famille de vecteurs est une base de E plus F. Et comme il y a le cardinal égal à 3, la dimension de E plus F égale à 3. On sait que dimension de E plus F, par définition, c'est dimension de E plus dimension de F moins dimension de l'intersection. Dimension de E, plus dimension de F, on avait vu que c'est 3, égale à 3 moins dimension de E inter F. Donc, on peut montrer que la dimension de E inter F, c'est 3 moins 3, c'est 0. Alors, ça, magie des espaces vectoriels, c'est dimension 0. Le vecteur sur 0, ben c'est l'ensemble, l'espace vectoriel qui est réduit à l'élément neutre. OK? Donc, F, c'est 0. Ça veut dire que E inter F, c'est justement le singleton 0. C'est-à-dire que c'est tout simplement l'ensemble formé que de l'élément neutre. Bien sûr, ça, c'est un espace vectoriel. Vous pouvez le démontrer. OK? Donc, en définitive, F égale à 3. Et on sait que E plus F est un sous-espace de R3. Donc, on a les deux résultats qu'on avait vus auparavant. En fait, on a montré que, en même temps, E plus F est une partie de R3 qui a la même dimension que R3. Donc, en définitive, puisqu'ils ont la même dimension que l'un est sous-espace de l'autre, ça veut dire que E plus F est égal à R3. Donc, vous voyez ici, on a réussi à montrer que E plus F égale à R3, tout simplement en utilisant les propriétés des sous-espaces vectoriels. Donc, on avait calculé la dimension de E plus F et on a montré qu'il a la même dimension que R3 comme espace vectoriel et donc, ils sont égaux. Donc, E plus F étant un sous-espace de R3 de même dimension, ils sont nécessairement égaux. Donc, on a montré que R3 égale E plus F. Mais on n'a pas fini. Il faudrait montrer que cette somme est directe, c'est-à-dire qu'il y a unicité de l'écriture d'un élément de R3 comme un élément de E plus un élément de F. Et je vous ai dit qu'une fois que j'ai E plus F égale à R3 auparavant, donc R3 égale somme directe E plus F, regardez dans la page 4, si en même temps il peut s'écrire comme la somme de E plus F, mais que l'intersection est réduite à 0. Mais on a bien vu que, effectivement, on vient de montrer que R3 c'est E plus F. De plus, E inter F, on a montré que c'était 0. Donc, E plus F, en fait, c'est vraiment E somme directe F. Donc, cette somme qui est classique, en fait, c'est R3, c'est E plus F, et que E plus F, c'est E plus somme directe F. Et donc, R3 est bien égal à E somme directe F. Vous avez compris? Donc, vous voyez qu'il y a du boulot, hein. Pour l'exercice 9, c'est l'un des exercices comme un phare de la série, parce qu'il y a beaucoup de cours qu'on utilise. Je vous conseille, si vous avez un peu compris, c'est très bien, mais essayez de le refaire, bien regarder tous les résultats qu'on a utilisés dans cet exercice. Vous avez vu que la série, le corrigé
on vous a envoyé, il est résumé en 3 lignes, caché derrière. Bien sûr, ce que vous corrigez vos propres, c'était vraiment le règlement du cours. Mais ce qui est caché derrière, c'est tout ça. Et ça, il faut le connaître. C'est ça, résoudre un exercice. L'autre, c'était juste pour que vous ayez une idée de, c'était utiliser carrément le résultat détaillé. Mais voilà, pour la compréhension, c'est ça. Donc, il faut bien regarder tous ces détails et voir est-ce que vous avez bien compris toutes les notions qu'on a ici. Bien sûr, il faut un peu de temps, donc je vous laisse bien sûr toute la semaine en présentiel et on pourra encore en discuter. Bien sûr, on avancera sur la série, mais on peut toujours s'arrêter sur un ou deux détails de ce qu'on a fait auparavant. Donc, essayez de bien travailler tout ça. Vous avez toute cette semaine pour revoir cet exercice. Je vous conseille de le revoir parce que en général, c'est ce qui tombe en examen, c'est la somme directe. Et pour la algèbre linéaire, c'est très, très important. La notion de base, famille génératrice, famille libre, l'échelonnement, la somme directe d'espace vectoriel. Ça, c'est très, 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 très important. Okay. Donc, en deuxième année, pour vous en sortir, il faudra maîtriser tout ça. Et pour vous rassurer, vous allez voir que si vous vous donnez la peine, tout ça, ça sera pour vous qu'un jeu. C'est pas très compliqué de comprendre ces notions de famille génératrice et famille libre. OK? Donc là, on en est terminé avec l'exercice 9. S'il n'y a pas de questions, alors je vais passer à l'exercice 10. Bon, je ne l'ai pas scanné, donc je passe juste au corrigé que je vous ai envoyé. Donc je vais essayer de le partager. Alors, je vais repartager ça. Alors, je ne sais pas si vous avez lu votre corrigé, mais c'est bien de le revoir pour voir un peu, parce que les scans, alors je vais, la semaine prochaine, quand on reprendra la présentiel, je reviendrai un peu sur l'exercice 10, mais juste sur une partie. Parce qu'il y a deux façons de l'attaquer. Alors, dans l'exercice 10, parce que le corrigé propre, en fait, que je partage maintenant dans l'écran, la différence, c'est que, en fait, il est résumé un peu. Ah, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'il est, dans quel sens il est résumé? C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les détails de l'exercice pour bien le comprendre. Mais bon, comme j'ai pas encore fait le scan de l'exercice 10, je vais le faire avec le corrigé en vous expliquant. Vous voyez, dans l'exercice 9, là, qui est là, vous allez voir si vous lisez, vous allez mieux comprendre maintenant parce qu'il y a des détails dans le scan. OK? Maintenant, on passe à l'exercice 10. Alors, l'exercice 10, qu'est-ce qu'il vous dit? En fait, dans l'exercice 10, on vous dit soit V1, donc c'est le vecteur 1, 2, 3, 4. V2, c'est le vecteur 2, 2, 2 et 6. Donc, on est dans R4. V3, c'est le vecteur 0, 2, 4, 4. V4, c'est le vecteur 1, 0, moins 1, 2. Et enfin, V5, c'est le vecteur 2, 3, 0, 1. On est dans R4. On vous dit soit F, le sous-espace engendré. Donc, vous voyez ici, F, on vous le donne. Il est engendré par V1, V2, V3. Et G, il est engendré par V4 et V5. Donc là, pour cet exercice, on vous a donné les parties génératrices, puisqu'on vous a donné carrément que F, c'est le crochet V1, V2, V3, et G, c'est le crochet V4, V5. Ça veut dire qu'en fait, on vous a dit que F est le sous-espace vectoriel de R4 engendré par ces trois vecteurs, et que G, c'est le sous-espace vectoriel de R4 engendré par ces deux vecteurs. OK? Alors, la question, c'est déterminer une base des sous-espaces vectoriels F inter G, F et G et F plus G. Alors, bien sûr, plus intelligemment, on va d'abord chercher une base de F, une base de G, après une base de F plus G et une base de F inter G. F plus G, F inter G, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, mais bien sûr, c'est plus intelligent d'aller chercher d'abord une base de F et une base de G, puisqu'on a F et G, on a leur famille génératrice, etc. Alors, comment trouver une base de F, par exemple? Qu'est-ce que j'ai dit? Une base d'un espace vectoriel, c'est quoi? C'est une famille qui est en même temps génératrice et libre. Donc, je cherche parmi les familles de vecteurs qui composent F, ceux qui sont en même temps générateurs et libres. Mais dans l'exercice 10, on vous a donné que F est engendré par V1, V2, V3. Donc, déjà, j'ai une famille génératrice de F. Je n'ai pas besoin d'en chercher une. Maintenant, parmi ces générateurs, est-ce que j'ai une base? Pour avoir une base, il faudrait que cette famille de générateurs soit libre. S'ils ne sont pas libres, je vais en fait en extraire une famille. OK? Alors, pour G, c'est pareil, j'ai deux vecteurs. S'ils sont libres, comme ils sont générateurs, s'ils sont libres, là, ce sera eux-mêmes. S'ils ne sont pas libres, il y aura en extrait au moins un vecteur qui sera libre. OK? Alors, on remarque que V4 n'est pas multiple de V5, donc V1, V2.
est libre. Alors, V1, V2, c'est V4, V5. Hein. Donc, G est engendré par V4 et V5. Alors, il suffit de vérifier est-ce que V4 et V5. Alors, regardez bien V4 et V5. V4, c'est 1, 0, moins 1, 2. Et V5, c'est 2, 3, 0, 1. Alors, un échelonnement rapide où on utilise la définition de famille, vérifier que V4 et V5, ici, c'est pas V1, V2, mais c'est que V4 et V5 est une famille libre. Donc, comme c'est une famille génératrice de G, alors elle forme une base de G. Donc, pour G, c'est simple. J'ai déjà la famille génératrice. On peut vérifier qu'ils sont libres entre eux. Donc, la dimension de G, c'est 2, puisqu'il y a deux vecteurs qui forment une famille génératrice de G. Comme ils sont libres, alors la dimension de G, c'est 2. Pour la famille, pour F est engendré par V1, V2, V3. OK? On sait que F est la famille, le sous-espace engendré par V1, V2, V3. Donc, cette famille B, qui est V1, V2, V3, est une famille génératrice de F. Pour savoir est-ce que c'est une base, il faut échelonner et voir est-ce qu'ils sont libres ou pas. Alors, j'échelonne, je mets mes vecteurs V1, V2, V3. Alors, V1, c'est 1, 2, 3, 4. V2, c'est 2, 2, 2, 6. Et V3, c'est 0, 2, 4, 4. OK? Alors, j'échelonne. Rappelez-vous comment on échelonne. Donc, j'ai mon premier vecteur, mon deuxième vecteur, mon troisième vecteur. Première des choses, je précise mon premier pivot. Le pivot ici, c'est 1. OK? Ici, vous voyez, dans le propre, on n'a pas mis, je l'aurais mis dans une case, mais j'ai pas la main. Donc, voilà, mon premier pivot, c'est 1. Donc, je vais éliminer ce 2-là. Le 0, il est déjà à la troisième ligne, c'est pas la peine. Donc, je vais éliminer juste ce 2. Ben, je fais une combinaison linéaire par rapport à V1. OK? Je suis à la première étape. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux prendre, par exemple, V2 moins 2 fois V1. Vous voyez, si je prends V2 moins 2 fois V1, j'obtiens bien un 0 ici. C'est ça l'échelonnement. OK? Donc, la nouvelle ligne V'2, elle consiste à prendre une combinaison linéaire entre V2 et V1. Quelle combinaison linéaire? Ben, V2 moins 2 fois V1. Donc, V2 moins 2 fois V1, ça donne 0. V2 moins 2 fois V1, ça donne moins 2. V2 moins 2 fois, donc 2 moins 2 fois 3, ça donne 2 moins 6, ça donne moins 4. Et 6, donc V2 moins 2 fois V1, 6 moins 8, ça donne moins 2. Donc, voilà la nouvelle ligne. La troisième, je la garde telle quelle parce que j'ai déjà un 0 à la troisième ligne sous le premier pivot, donc c'est bon. La première étape est terminée. J'ai éliminé tout ce qu'il y avait sous le premier pivot qui est 1. Vous voyez, j'ai obtenu des zéros, c'est fini. Maintenant, je passe à la deuxième étape. J'ai le deuxième pivot, c'est moins 2. Vous voyez, c'est moins 2. Et je dois éliminer ce qu'il y a sous le deuxième pivot, c'est-à-dire éliminer ce 2. Donc, maintenant, je ne m'intéresse plus à la ligne V1, mais à la ligne V2, puisque je suis à la deuxième étape. Donc, je vais éliminer ce 2-là, mais par rapport à ce moins 2. OK? Quelle combinaison linéaire je peux faire? Donc, j'ai V'2 et j'ai la nouvelle ligne V'3. Ça consiste à quoi? Éliminer ce 2-là. Donc, je peux faire V3 plus V'2. Si je fais ça plus ça, j'obtiens un 0 ici. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc, ça plus ça, c'est 0. Ça plus ça, c'est 0. Ça plus ça, c'est 0. Et ça plus ça, ça donne 2. Donc, vous voyez que j'ai terminé, j'ai éliminé ce qu'il y a sous ce. Donc, premier pivot, j'ai éliminé. Deuxième pivot, j'ai éliminé. Le troisième pivot, vous voyez, il n'y a plus rien en dessous. Donc, l'échelonnement est terminé. Vous voyez que le nombre de zéros augmente strictement et il n'y a aucune ligne nulle. Ça veut dire que les vecteurs V1, V2, V3 sont libres. Donc, en fait, c'est bien une famille libre, la famille de vecteurs, puisque j'ai échelonné. Après avoir terminé l'échelonnement, il n'y a pas de ligne complètement nulle. Ça veut dire que les vecteurs sont libres. Puisqu'ils sont libres, la famille B, qui est formée de V1, V2, V3, c'est une famille qui est génératrice d'après F. Et comme elle est libre, ça forme une base. Donc, B est une base de F. Le cardinal de B, le nombre d'éléments de B, c'est 3. Donc, la dimension de l'espace vectoriel F, c'est 3. Donc, vous voyez que pour trouver une base de F, il suffisait de trouver une famille génératrice et libre. Comme on avait déjà la famille génératrice qui était B, il suffisait de voir si elle est libre. Vous voyez, si elle n'était pas libre, en fait, s'il y avait une ligne qui était complètement nulle, ça veut dire que parmi ces trois vecteurs, il y en aurait eu 2 qui seront libres et le troisième, non. Si j'avais trouvé 2 lignes nulles, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul vecteur qui sera libre, etc. D'accord? Donc, vous voyez, pour F et G, c'est pas compliqué. On avait déjà les deux familles génératrices. Il suffisait de voir si c'est une famille libre ou pas. S'ils sont libres, ça forme une base. S'ils sont pas libres, je prends parmi les vecteurs libres et je constitue ma base. OK? Maintenant, pour F plus G, donc F plus G, qu'est-ce que j'ai?
La même chose, je veux chercher une base f plus g. Alors, le sous-espace vectoriel f plus g est engendré par la famille de vecteurs v1, v2, v3, v4, v5. Alors, pourquoi? Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit dans l'exercice précédent? Gf est engendré par ces trois vecteurs, v1, v2, v3. G est engendré par le vecteur v4, v5. Quelle est la famille f plus g? Je vous ai dit, dès que j'ai une famille génératrice de f, une autre famille génératrice de g, je peux déduire une famille génératrice de f plus g comment? En prenant tout simplement tous les vecteurs, c'est-à-dire la réunion de la famille génératrice de f et la famille génératrice de g. Donc, f plus g, nécessairement par définition, est engendré par les vecteurs v1, v2, v3, v4, v5. En fait, je prends la réunion des vecteurs entre f et g. Si j'ai une génératrice de f, une génératrice de g, f plus g sera engendré par la réunion des deux familles. Et donc, c'est tous les vecteurs v1, v2, v3. Maintenant, j'ai une famille génératrice, effectivement, de f plus g. Mais cette famille génératrice, je ne sais pas si c'est une base. Attention, je sais juste qu'ils sont générateurs. Mais parmi peut-être tous ces vecteurs, il y en a qui sont liés avec les autres. Ils ne sont pas nécessairement libres. Alors, il y a un petit truc qui vous assure qu'ils ne sont pas libres. C'est qu'il y a 5 vecteurs. On est dans R4. C'est impossible que dans R, il va y avoir 5 vecteurs libres dans R4. En fait, on ne peut jamais dépasser la dimension de l'espace. S'il y a 5 vecteurs, ils sont nécessairement liés dans R4. OK? Donc, en fait, sinon, vous n'avez qu'à vérifier que ces 5 vecteurs ne sont pas linéairement indépendants. Mais déjà, de prime abord, je suis sûre qu'ils ne sont pas libres parce qu'il y a 5 vecteurs, on est dans R4. La dimension de R4 ne peut pas dépasser 4 parce qu'il ne peut pas avoir une base qui a 5 vecteurs. Le cardinal de la base ne dépasse jamais la dimension de l'espace vectoriel. OK? Donc, on est sûr qu'ils sont dépendants. Ben, on va vérifier ça. Alors, pour vérifier quels sont les vecteurs libres parmi ces 5 vecteurs, alors on échelonne la famille de vecteurs V1, V2, V3, V4, V5 pour extraire une sous-famille libre. Alors, je fais mon échelonnement, donc je dispose mes vecteurs V1, V2, V3, V4 et V5. Alors, je commence l'échelonnement. Regardez, je prends mon premier pivot. Vous voyez, première étape, je choisis le premier pivot. Ici, c'est 1. Je vais éliminer tout ça. Il faut que j'obtienne des zéros tout le long. Alors, pour obtenir un 0 ici, par exemple, je fais V'2, c'est quoi? V'2, je fais V2 moins 2 fois V1. Je obtiendrai 0. Donc, je fais celui-là, moins 2 fois celui-là, ça donne 0. Celui-là, moins 2 fois celui-là, ça donne moins 2. Donc, 2 moins 2 fois 2, ça donne 2 moins 4, 0. Après, 2 moins 2 fois 3, 2 fois moins 6, ça donne moins 4. Et 2 fois, donc V2, 6 moins 8, ça donne moins 2. OK? La même chose ici. Tout simplement, si je regarde, c'est 0, 2, 4, 4. Pourquoi elle a touché alors ici? Alors, normalement, ici, on ne touche pas, hein, je ne sais pas, enfin, il faut voir. Alors, V'3 ici, pour obtenir un 0, je fais la différence. V4 moins V1, donc ça moins ça donne 0. Ça moins ça donne moins 2. Ça moins ça donne moins 4. Et ça moins ça donne tout simplement moins 2. Pour le dernier, ça moins 2 fois ça. OK? Donc, en définitive, on a mis 0,02. OK, je ne sais pas pourquoi on l'a mis ici, je me rappelle plus qu'est-ce qu'on a fait ici, mais il y a une petite erreur. En fait, ici, on ne touche pas parce que on laisse le vecteur 0,2, 4, 4. Parce que, de toute façon, tout simplement, ici, il y a déjà le 0. OK, il y a une petite erreur qui s'est faufilée dans l'échelonnement. OK, je le corrigerai la prochaine fois. Je vous donnerai l'échelonnement tout à l'heure. En fait, je referai ça au scan. Donc, en échelonnant, de la même façon, je passe à la deuxième étape, j'élimine le vecteur. Donc, une fois que j'ai éliminé ici, je passe à la deuxième étape. Donc, le deuxième pivot sera moins 2. Il faut éliminer celui-là et celui-là. Donc, je fais la même chose, j'échelonne. Pour obtenir un 0 ici, je fais ça plus ça. Et pour obtenir un 0 moins 1, je fais la même chose. 2 fois V'5 moins V'2. J'obtiens ceci. Alors, après échelonnement, bien sûr, il y a des erreurs ici, mais je referai l'échelonnement. J'obtiens tout simplement 2 lignes nulles. Vous voyez, ici, il y a 2 lignes nulles. Donc, tout simplement, je suis sûre. Alors, bien sûr, il faut interposer. Il y a une erreur dans l'échelonnement. Hein, je vous redonnerai l'échelonnement. L'essentiel, c'est que vous obtenez des lignes nulles. Ça veut dire que tout simplement, les vecteurs ne sont pas libres. Et donc, cette famille de vecteurs n'est pas libre. Ça veut dire qu'ils sont liés entre eux. Alors, je remarque tout simplement qu'il y a un des vecteurs qui s'écrit en fonction des autres. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, de l'avant-dernière équation, je trouve V seconde 4 égale V'4 moins V'2 qui est égal à 0.
Donc V4 est combinaison linéaire de V1, V2, V3. Donc ils sont tout simplement V1, V2, V3, V5 sont libres. En fait, c'est le V4 qui s'écrit en fonction de V1, V2, V3. Ça veut dire que V4 est lié avec V1, V2, V3. Ça veut dire que V4, c'est comme si il n'existait pas. En fait, il n'est autre que combinaison linéaire des trois autres. Donc, vecteur V1, V2, V3. V4, c'est écrit en fonction de V1, V2, V3. Donc, le sous-espace engendré par les 5 vecteurs se réduit au sous-espace engendré par ces 4 vecteurs V1, V2, V3, V5. OK? Et donc, la famille, cette famille-là est une base de f plus g. Donc, la dimension de f plus g égale à 4. OK? Ici, il y a une petite erreur quelque part. Hein. Je referai l'échelonnement. Mais l'essentiel, c'est qu'après calcul, vous allez trouver tout simplement. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Olive, la dimension 4, 4 vecteurs non nuls. Donc, la dimension de f plus g, c'est 4, puisqu'il y a une base de f plus g qui est réduite à 4 éléments. Le but, c'est de f inter g. On sait que, par définition, on l'a vu tout à l'heure, la dimension de f plus g, c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de... Alors, j'ai déjà calculé la dimension de g, je l'ai déjà calculé. Je viens de calculer la dimension de f plus g, donc je peux déduire la dimension de f inter g. D'après mes calculs, je sais que la dimension de f plus g, c'est 4. Dimension de f, on avait vu, c'était combien? Alors, rappelez-moi. La dimension de f, c'était 3 et la dimension de g, c'était 1, je crois, c'est ça? Oui, donc dimension de f, c'était 3 et la dimension de g, c'était 2. OK? Donc, je peux déduire que j'aurai dimension de f inter g, c'est 5 moins truc, c'est 5 moins 4, ça donne 1. Donc, la dimension de f inter g égale à 1. Ça veut dire qu'il y a un seul vecteur qui engendre, qui est libre, qui engendre f inter g. Donc, il faut chercher une base de f inter g. Alors, la méthode qu'on a utilisée ici, en utilisant dans l'échelonnement, donc je l'expliquerai la prochaine fois, parce que là, c'est pas détaillé. Je vous ai dit que j'ai pas encore fait le scan. Donc, c'est pas détaillé. Mais en fait, on peut déduire la dimension, le vecteur qui engendre f inter g, une base de f inter g autrement, tout simplement en cherchant les éléments de f inter g, qu'est-ce qui vérifie. Alors, si vous avez ça, c'est bien. En fait, de l'échelonnement aussi, ça c'est ce que j'expliquerai dans la séance en présentiel, c'est que de l'échelonnement, on peut déduire tout simplement, à partir de f plus g et de f et g, on peut déduire une base de f inter g. Ici, on remarque dans notre échelonnement que V secant 4 s'écrit V'4 moins V'2, c'est-à-dire que V4 moins V4 est dans G, V2 moins V1 est dans F, donc V4 qui est égal à V2 moins V1 est dans F inter G. En fait, on a trouvé un vecteur non nul qui est dans F inter G. Comme on sait que la dimension c'est 1, j'ai un vecteur non nul de F inter G, ça forme nécessairement une base. Alors, la dernière partie là, je la réécrirai parce qu'elle est mal écrite ici dans le corrigé. Ce que je veux dire par là, je l'ai quand même fait comme ça pour que vous ayez un peu une petite idée sur que la difficulté de trouver une base de f inter g, c'est un peu plus compliqué que les autres parce que tout simplement, il faut chercher ce qui lie f et g, c'est-à-dire les éléments communs. Donc, pour trouver une famille génératrice, c'est pas toujours évident. Ici, on a utilisé l'échelonnement. Dans la séance en présentiel, je vous donnerai la deuxième méthode et j'expliquerai un peu toutes ces difficultés de trouver la famille génératrice de l'intersection. Donc, pour F, c'était simple. Pour G, c'était simple. Pour F plus G, c'était aussi simple. Mais pour F inter G, c'est un peu plus compliqué. Donc, parce qu'il faut trouver tout simplement un générateur qui est en même temps dans F et en même temps dans G. Alors, soit j'utilise, ce que j'ai utilisé ici, c'est j'ai exploité F plus G. J'ai tout simplement trouvé qu'il y V4 et V1 et V2, sachant que V1 et V2 sont dans tout simplement F et que V4 est dans G. En fait, j'ai trouvé un élément qui est en même temps dans F et dans G, donc j'ai trouvé tout simplement un générateur de l'intersection. Mais vous voyez donc ça. Pour vous faire en présentiel pour bien expliquer
comment on trouve une famille génératrice de l'intersection. Donc, je m'attarde pas trop dessus parce que il faut d'abord réécrire tout ça. C'est un peu mal écrit, mais déjà, ça vous permet de voir une idée sur comment on trouve ça, par exemple. Bien sûr, c'est un peu, je essaierai de détailler un peu mieux cette écriture. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions, de toute façon, par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Allô, allô? Ah, allô? Il y a toujours quelqu'un au bout du fil? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Non, madame. Alors, je vous conseille, d'accord? On a vu grosso modo ce qui concerne vous voyez que tous les résultats c'est en cours, au fur et à mesure on les utilise et c'est très important de les connaître. Le but quand vous allez voir votre cours, c'est pas d'apprendre par cœur tous les résultats. Donc vous allez finir par les comprendre, ces exercices à tête reposée tranquillement et essayer justement de voir exactement quelles sont les choses qui vous posent encore des difficultés. Ok, comme ça, à la séance présentielle, on pourra vraiment en parler. Alors, je vois qu'il y a une question. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Pourquoi la dimension de l'intersection égale à 0? Ah, alors ça, c'était tout à l'heure, donc je vais quand même... il fallait intervenir, en fait, par voie orale, parce que j'ai pas vu les messages. Alors, c'était par rapport à l'exercice précédent. Alors, si vous avez la dimension de l'intersection, rappelez-vous, j'avais démontré tout simplement, je reviens pour celui qui a posé la question, s'il est toujours là. Alors, on revient au fichier de tout à l'heure. Alors, regardez ce qu'on avait. En fait, ce qu'on a utilisé ici, ce résultat est très important, qui lie la dimension de E plus F, la dimension de E, la dimension de F et la dimension de l'intersection. En fait, il y a un résultat qui montre que la dimension de E plus F, en tant que c'est la dimension de E plus la dimension de F moins la dimension de l'intersection. Ça, c'est toujours vrai, quels que soient les espaces vectoriels que vous avez. La dimension de la somme, c'est la somme des dimensions moins l'intersection, moins la dimension de l'intersection. Ok. Tout à l'heure, j'avais calculé. Alors, on avait pu montrer que la dimension de E plus F, on a calculé la dimension de E. Tout à l'heure, c'était 2. Dimension de F, c'était 1. La dimension de E plus F, c'était 3. Après, on avait montré que E plus F, sa dimension, c'était 3. Et j'ai une relation qui lie dimension de E plus F avec dimension de E, dimension de F et dimension de E inter F. Ok. Je sais que dimension de E, c'était 3. Dimension de E, c'était 2. Dimension de F, c'était 1. Donc, j'aurais 3 égale 2 plus 1, c'est-à-dire 3, moins dimension de E inter F. De là, je peux déduire que dimension de F. J'ai dit que le seul sous-espace vectoriel de dimension 0, nécessairement, c'est l'espace vectoriel réduit. Donc, pour le vectoriel de dimension dans la relation périodique, donc l'ensemble qui réduit à l'élément neutre, c'est un espace vectoriel et il est de dimension 0. Ok. Rappelez-vous, je vous ai dit que la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre, c'est le cardinal d'une base. Un espace vectoriel qui est de dimension 0, en fait, il n'a pas de base. Ça veut dire que c'est l'ensemble vide, puisqu'il n'y a pas de base. Donc, le cardinal de l'ensemble vide, c'est 0. C'est pour ça qu'on dit que le seul espace vectoriel de dimension 0, c'est celui qui est réduit à 0, parce que 0 n'est pas une base, parce qu'il n'est pas libre. Okay. Une base, c'est une famille génératrice et libre. Or, 0 n'est pas libre, parce que lambda fois 0 égale 0 n'implique pas que lambda peut être n'importe quoi. C'est pas nécessairement lambda égale 0. Ok. Donc, voilà un peu tout ce qu'il y a à dire sur ces principes-là. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de résultats entre l'exercice 9 surtout et l'exercice 10. Tous les résultats du cours apparaissent. Alors, les deux résultats très importants que vous devez bien vous concentrer dessus, c'est celui-là, qui lie la dimension des espaces E plus F, E, F et E inter F. Et le deuxième résultat qui est fondamental aussi, que si on a un sous-espace vectoriel
espace, même dimension, alors ces deux espaces sont égaux. Ça, c'est très important. Donc, c'est les deux résultats très importants d'aujourd'hui. C'est que il y a les propriétés pour montrer que deux espaces vectoriels sont égaux, il suffit de montrer qu'ils ont même dimension si l'un contient l'autre. Donc, vous montrez une inclusion, que l'un est sous-espace vectoriel de l'autre, s'ils ont même dimension, nécessairement ils sont égaux. Et pour décalculer la dimension d'un espace vectoriel, je vous ai dit, c'est simple, il faut revenir à la définition, c'est-à-dire qu'est-ce que la dimension d'un espace vectoriel? C'est le cardinal de sa base. C'est le nombre d'éléments d'une base. Donc, je cherche une base, c'est-à-dire une famille génératrice qui est en même temps libre. Le nombre d'éléments de cette base va être tout simplement la dimension de l'espace vectoriel. OK? Est-ce que c'est clair, plus ou moins? Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de questions pour l'instant? OK. Oui, c'est clair. Très bien. OK, donc on se verra à la séance prochaine. Rappelez-moi, c'est quand en présentiel votre séance? Normalement, c'est lundi, c'est ça? C'est toujours lundi à 9h40 ou à 11h? Je ne me rappelle plus. Lundi prochain, c'est ça quand on se verra normalement en présentiel, si je ne me trompe. OK. Donc, c'est dimanche. Ah, c'est dimanche avec vous. Ok, d'accord. Donc, je confonds parce que je pensais que c'était le lundi. Ok. En tout cas, on se verra la prochaine fois à la séance présentielle. Donc, je vous conseille et on fera pas l'exercice 11, 12, 13. On fera pas ça en classe parce qu'on n'a plus le temps. On fera l'exercice, 14 et 15 surtout, sont très importants, et l'exercice 17. Parce que dans l'exercice, c'est l'ensemble des polynômes. Donc, c'est tout simplement, on travaillera sur l'espace vectoriel des polynômes. Donc, essayez de préparer l'exercice 15 et 17 pour la prochaine séance et l'exercice 14 éventuellement. Donc, le 11, le 12, le 13, on le fera pas. Mais si vous voulez, s'il y a un problème, on pourra toujours se voir. Vous pouvez toujours passer au bureau ou envoyer des mails. OK. Donc, aujourd'hui, on a traité le 9 et les 10. Le 10, on n'a pas terminé. Donc, on terminera la dernière partie, c'est-à-dire méthode pour trouver une base de F inter G. OK. Et on traitera donc l'exercice 15 et 17 pour la prochaine séance. OK. Donc voilà, j'espère que c'était un peu clair et j'espère que vous travaillerez pour qu'on puisse avancer la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, on pourra toujours les traiter en présentiel. D'accord, donc je vous remercie. J'espère que c'est quand même un peu clair par rapport à ce que vous avez fait. OK. Alors je vous dis à la prochaine fois. Merci. Merci, madame. Au revoir. Bonne journée. Merci.